accueillir Alexis Langlois-Rouillard, qui va venir nous parler de typographie, un petit terme de Weierstrass, et même un peu d'algèbre de Tinton. Merci. Donc, avant de débuter, je dois simplement faire un avertissement. Je ne suis pas un mathématicien appliqué, mais je vous parle quand même de maths appliquées. Parce que, selon moi, même si on ne se spécialise pas en mathématiques appliquées, on peut tout de même appliquer ce qu'on fait. C'est un domaine qui est très vaste et dans lequel il y a beaucoup plus d'applications qu'on ne peut le croire. La conférence que je vous présente aujourd'hui, en fait, provient d'un article que Jonathan, Véronique et moi avons écrit pour Acromat. Donc, Acromat, une revue superbe pour tous les gens intéressés en mathématiques. En fait, Jonathan est venu me voir l'été dernier pour me dire « Ah, j'avais envie d'écrire un article », puis on a fait un brainstorm, ça a une tempête d'idées, et on a trouvé un article qui nous intéressait. On a modifié, et à la fin, on est arrivé à quelque chose sur la typographie. Pourquoi la typographie? Bon, j'ai un peu triché, j'ai présenté ça c'est ma recherche présentement qui est au tableau. Mais pourquoi la typographie? Je ne sais pas si vous, comme moi, avez déjà tenté de zoomer sur un document PDF. Puis quand je dis zoomer, je dis pas je dis beaucoup. Donc, je ne sais pas si mon ordinateur est bon. Ça ne va pas fonctionner. Donc, on va abandonner ça tout de suite. Mais je ne sais pas si ça va essayer de zoomer sur un document PDF bien fait. Si vous zoomez, les lettres vont rester belles. Vous pouvez zoomer à 6000%, à 4000%, vous allez toujours avoir une lettre, une courbe qui est très belle. On va faire juste un dernier essai avec, mettons, 6000%. OK, il cape à 11 077, mais les lettres restent la même chose. Donc moi, je trouvais ça amusant et intéressant, mais sans plus. Jusqu'au jour où j'ai dû, pour ma recherche, créer des diagrammes comme ça. Donc, je crée des diagrammes, c'est compliqué et les outils de texte sont un peu compliqués et utilisent ce qu'on appelle des courbes de Bézier. Donc, pour faire une courbe, mettons celle-ci, je me définissais des points puis je ne comprenais pas trop comment ça fonctionnait, mais après un été à le faire, je commençais à comprendre un peu les courbes de Bézier. OK. Donc là, je comprends les courbes de Bézier, j'entends m'approche pour me dire « faisons un article et l'informatique n'est pas mon fort, comme vous pouvez aussi le constater. Une autre raison d'un mathématicien donc, exécution typographique. Et donc, il me dit faisons un article. Après un peu de cogitation, on regarde la typographie, on remarque, pourquoi les courbes sont aussi belles dans Tech, pourquoi les PDF sont aussi beaux, pourquoi les lettres, les glyphes des lettres sont aussi beaux? C'est en fait parce qu'ils utilisent des courbes de Bézier. Donc moi, je sais c'est quoi une courbe de Bézier, j'ai passé un été à gosser pour que ça marche. Donc, je voulais vous présenter une photo de Véronique parce qu'elle n'est pas dans l'assistance, mais elle ne voulait pas. Donc, j'ai pris un chat à la place. Et avec Véronique, donc, on commence. OK. Donc, à la suite de cette interlude un peu historique sur pourquoi on a voulu faire ça, plongeons dans le vif du sujet, sur comment les courbes de Bézier fonctionnent et d'où elles viennent. L'histoire commence en 1913 avec un mathématicien russe, donc Sergei Bernstein, qui introduit dans une preuve du théorème d'approximation de Weierstrass des polynômes. Les plus astucieux et les plus astucieuses d'entre vous auront remarqué que ces polynômes ressemblent beaucoup à des lois binomiales. Donc en plus, le hasard est bien fait. Bernstein, B binomial. Et ça s'est bien fait. Donc en 1913, il prouve une démonstration du théorème de Weierstrass fondée sur le calcul des probabilités. Que dit le théorème de l'approximation de Weierstrass? Il dit si j'ai une fonction continue, par exemple sur l'intervalle 0,1, je peux l'approximer par une suite de polynômes d'un certain degré n.
Et ça veut dire que pour tout epsilon, la différence entre ma fonction et mes polynômes sera plus petite qu'epsilon. Et ce que Bernstein dit, c'est voici mes polynômes. En fait, avec ces polynômes-là, je forme une base et je crée une suite de polynômes qui tend vers n'importe quelle fonction. Alors, en jouant un peu. Je vais vous présenter un petit peu plus tard la démonstration. Mais pour l'intérêt historique, c'est ça. Mais en 1913, les probabilités, ce n'est pas un domaine qui est si bien considéré partout dans le monde. En Russie, c'est très fort, mais ailleurs, un peu moins. Donc, ça prend beaucoup de temps à comprendre l'intérêt des polynômes de Bernstein, jusqu'à ce qu'on arrive avec deux ingénieurs français. On a Pierre Bézier, en flou ici, et Paul de Casteljau, en moins flou ici. Donc, ce sont deux ingénieurs automobiles. Pierre Bézier travaille chez Renault et Paul de Casteljau travaille chez Citroën. Donc, les deux travaillent et dans les années 50-60, il y a un gros buzz. Les ordinateurs commencent. On veut les utiliser pour s'aider. Plusieurs des compagnies ne voient pas l'intérêt des ordinateurs parce que les graphistes, ceux qui font les dessins techniques, disent c'est beaucoup trop compliqué, il n'y a pas d'interface visuelle, ça ne m'intéresse pas, je peux faire beaucoup plus rapide avec un crayon. Ils ont raison, c'est vrai, parce qu'en 50, l'ordinateur a essayé de faire un dessin un peu compliqué. Cependant, Paul de Casteljau dit « Moi, je crois en la technologie, je crois pertinemment que plus tard, ça va être très utile de faire des dessins avec une machine. » Donc, les deux, ils se communiquent entre eux. Malheureusement, pour M. de Casteljau, avec Citroën, ils ont un contrat ils ne peuvent pas publier leurs résultats. Donc, il n'a jamais pu publier ses résultats sur les courbes d'interpolation polynomiale. Et c'est en fait Pierre Bézier qui va publier ses résultats en 1968. Et pour la coïncidence, c'est l'année de la mort de Bernstein. Une grosse coïncidence. Mais les deux ont travaillé. Pierre Bézier avait beau dire c'est pas le Casteljau qui a tout fait, le nom est resté courbe de Bézier. La morale de l'histoire, ne travaillez pas dans une compagnie qui vous interdit de publier. Donc, les deux sont les créateurs des courbes de Bézier. Et, là, vous dites, pourquoi tu nous parles des voitures? Pourquoi je parle des voitures? D'un, les voitures, ça fait une belle façon de se distraire en procrastinant la rédaction d'un Beamer. Donc, si vous voulez aussi procrastiner pendant cette conférence, il y a un site web, Bézier Game, qui vous permet de tester les courbes de Bézier pour faire du dessin technique. Donc, comme vous voyez, je suis très mauvais. Ça, c'était après 30 minutes d'essai, Mais le dessin est un peu... interface graphique, c'est compliqué. Je ne suis pas habitué à ça. Mais bon. Par après, on arrive à la typographie. Ceux qui le connaissent le reconnaîtront. Donald Knuth, qui est l'inventeur de TeX et de Metafont. En fait, lui, c'est un intérêt en typographie. Et quand il rédige son son œuvre maîtresse, The Art of Computer Programming, il réalise que les textes sont mal faits. Ils ne sont pas adaptés à la mathématique. C'est mal rédigé, c'est pas beau. J'aime pas ça. Il crée donc un logiciel pour bien composer ses textes. Et il crée aussi un logiciel pour créer ses propres fontes, ses propres familles de fontes. Donc, Metafont permet, par exemple, je peux créer la police Arial dans plusieurs domaines. Je peux avoir plusieurs dérivations de Arial, ou je peux en créer ce que je veux. Je peux créer beaucoup de choses avec Metafont. En fait, Metafont est tellement puissant que je pourrais, dans un texte, commencer avec une police et de façon continue, terminer avec une autre, avec une transition discrète, mais discrète dans le sens de pas visible, pas discrète dans le sens de pas continue. Et en fait, Knuth, lui, il a lu puis il comprenait très bien les courbes de Bézier. C'est un très bon mathématicien. Et il a dit, je vais utiliser ça pour la typographie. Je vais utiliser ça pour créer des fontes qui sont intéressantes. OK.
nous sommes finalement arrivés à la typographie. Et maintenant, pourquoi est-ce que je vous parle des courbes de Bézier? Pourquoi est-ce que je parle de ça? Pourquoi c'est intéressant? C'est que les courbes de Bézier ont des belles propriétés, bien entendu. Et là, j'ai malheureusement la mauvaise version de mon PDF, donc c'est ça, c'est la mauvaise version. J'avais inversé 2 slides. Donc, pour les propriétés, on va, premièrement, si j'écris au tableau la définition, ça va aller bien mieux pour vous. Une courbe de Bézier, elle va être issue des polynômes de Bernstein. Donc, une courbe de Bézier, c'est une courbe qui est paramétrée et qui est, si j'écris ici, est-ce que vous voyez? Ouh! OK. Donc, je vais me le définir pour une courbe de Bézier de degré n, soit n des points. Donc, je me définis n plus 1 point, des points. Maintenant, la fonction m de t, qui est égale à la somme de i à 0 jusqu'à n des ai fois bi n de t est la courbe de Bézier de degré n, interpolant à 0 à n. OK. Donc, c'est la courbe, je forme une base des polynômes de Bernstein, je leur adjoins des points AI, par exemple des points dans le plan, et ça me donne une courbe vectorielle. Donc, si mes points sont des AI, c'est des plans, donc c'est comme une somme de vecteurs. Et ça me donne une courbe qui va me donner un vecteur pour chaque t entre 0 et 1. Vous allez voir les dessins plus tard, ne vous inquiétez pas. Pourquoi elles sont intéressantes? C'est que les polynômes de Bernstein sont intéressants. Donc, premièrement, la définition des polynômes de Bernstein, leur somme pour tout n, la somme de i à 0 jusqu'à n des polynômes de Bernstein, de degré n, pour tout t, est égale à 1. Comment peut-on voir ça? Est-ce que vous connaissez le binôme de Newton? Oui? Est-ce que ça vous rappelle le binôme de Newton? Oui. Et les valeurs du binôme de Newton, c'est... Donc, A, ici, on aurait le binôme de Newton en 1 moins t plus t. 1 moins t plus t, ça donne 1. Donc, pour toute valeur de t, on a ça. C'est-à-dire le binôme de Newton, c'est A plus B à la n donc de A à la n, B à la I, B à la n moins I. Si je prends A est égal à T et B est égal à 1 moins T, je retrouve les polynômes la somme des polynômes de Bernstein. Ça me donne bien 1. Pour ceux qui ont fait ou qui font de l'analyse fonctionnelle, ça forme une partition de l'unité et ça forme une base des polynômes de degré n. Comment on peut voir ça? Par exemple, pour les polynômes de Bernstein de degré 2, j'ai 3 polynômes. OK, je fais ça plus tard pour la base des espaces vectoriels, quand j'ai plus le tableau ici. Quand j'ai plus ça. Parfait. Pardon pour cette interlude. Maintenant, pour f qui est continu sur 0,1,
ce que je vous avais dit, la preuve du théorème de Weierstrass, ce polynôme converge uniformément vers f, quand n tend vers l'infini. Et la propriété clé pour les courbes de Bézier, c'est que si je me restreins à 0, 1/2 et 1/2, 1, d'un polynôme de Bernstein, j'obtiens deux autres polynômes de Bernstein à changement de variable près. Et ça, c'est très fort. On va voir pourquoi dans quelques instants. C'est un peu un suspense. OK. Parfait. Donc, nous sommes rendus au moment où je montre du GeoGebra. Donc, là, vous avez vu la définition des courbes de Bézier, mais si on ne la voit pas en action, ce n'est pas très utile. Merci. Ma gestion. Hop. OK. OK. Donc ici, j'ai pris les courbes de Bézier de degré 3. J'ai défini A0, A1, A2, A3. La courbe de Bézier essaie d'interpoler comme ça. Maintenant que j'ai un dessin, je peux faire une interprétation plus géométrique des courbes de Bézier. La courbe de Bézier va être une courbe et les propriétés, c'est que le premier point est le point initial. Si vous remplacez t par 0, vous pouvez retrouver A0. Le dernier point va être le point final. Et par la suite, la courbe débute en allant vers le premier point et termine en allant dans la même direction que le dernier segment. Donc, plus formellement, ça veut dire que ma courbe, la tangente à la courbe en t égale 0, c'est la droite qui passe entre A1 et A0. Et la tangente à la courbe au point t égale 1, c'est la droite qui passe par A2, A3. Bien entendu, je peux rajouter plus de points, mais en typographie et en calcul vectoriel, on s'intéresse beaucoup plus aux courbes de Bézier de degré 3, puisqu'elles sont plus simples. Et déjà qu'on introduit quelque chose de compliqué pour créer des formes, on ne veut pas rendre ça encore plus compliqué pour les pauvres gens qui doivent faire ça. OK. Là, maintenant, c'est la partie interactive. Si j'ai bonne soutenance. OK. Donc, si je clique ici, ça devrait fonctionner. Non, clairement pas. Ça, c'est la partie toujours gênante d'une présentation où... OK, c'est l'autre bord. Où j'ai oublié de faire deux écrans. C'est pas grave. On s'y habitue. OK. On va juste faire varier chacun des points. Tranquillement. Ça va faire une belle danse. J'ai peut-être mal fait varier, mais si on les fait tous varier, ça va. C'était juste joli à regarder, si je me souviens bien. OK. Et là, j'ai mal fait varier mes choses. T'en demandes beaucoup. Mais le dernier, je pense que ça serait important qu'il ne varie pas, en fait. Donc, messieurs. Le premier non plus, ça serait bien qu'il ne varie pas. OK. Bon, je pense que le plaisir s'émousse. Mais vous voyez un peu que les courbes peuvent faire beaucoup de choses très amusantes et surtout, le point A2, oh mon Dieu, A1 est rendu spécial, n'a pas tant... C'est pas si important. Oui, ils sont importants, mais la courbe ne passe pas par ces points. Et la courbe aussi, c'est pas une fonction. Donc, elle peut s'auto-intersecter, comme on l'a vu à quelques reprises.
Parce que ce n'est pas une fonction au sens de x à y. C'est une fonction de t, donc de 0, 1, dans le plan. Bon. Maintenant que le plaisir s'est émoussé, on peut éteindre cela. J'ai dit éteindre cela. Puis... Ah, éteindre cela. Et... éteindre. Mon Dieu. OK. OK. Je sais peut-être pas. OK. Bon. D'accord. Donc on va juste pour le principe. Regarder une courbe de Bézier. Maintenant, quel est le principe fondateur qu'on avait besoin, dans lequel on voulait pour notre calcul, notre dessin vectoriel? Notre principe fondateur était je peux zoomer et réussir à toujours bien voir. Donc, je peux toujours bien concevoir une courbe de Bézier. On va se restreindre aux courbes de degré 3. Et tant qu'à y être, écrivons pour le degré 3 la formule. Okay. Donc, il faut qu'au point 0, ça me donne A0. Je vais juste écrire la formule et après ça, en discuter. OK. Au point 0, ça me donne bien A3. Au point 1, au point 0, ça me donne bien A0. Au point 1, ça me donne bien A3. Si je dérive cette courbe, je vais encore me retrouver, je vais pouvoir jouer et trouver les tangentes. Malheureusement, le plaisir serait un peu émoussé à le faire. Et maintenant, ce que je veux, c'est réussir à réduire... OK, je me réexprime. Imaginons que je sais qu'avec une courbe de Bézier suffisamment petite, je peux bien l'afficher pour que vous n'y voyez qu'il y a du feu et pensez que c'est continu. Maintenant, moi j'ai dessiné un gros objet, une grosse courbe, et j'aimerais la subdiviser en assez petites courbes pour qu'à chaque segment, ça soit assez visible. Pourquoi j'ai introduit ça, c'est que je peux le faire. Et par la suite, imaginez que vous zoomez. Donc, j'ai réussi à subdiviser ma courbe en assez petites courbes. Et là, maintenant, vous êtes un peu méchant, vous zoomez. Vous cassez tout ce que je fais. Parce que là, la courbe a grossi de beaucoup. Je dois encore réduire pour pouvoir que vous puissiez bien voir. Serge? Ouais, est-ce qu'il y a un carré sur le T à côté de A2? Oui. Oui, merci. Sinon, tout s'explosait. OK. Donc, ce que je veux, ce serait d'une courbe en créer deux autres. Donc, De Castelgio n'a pas pu avoir des courbes à son nom, mais il a pu avoir cet algorithme à son nom. Donc, ce que je veux, c'est... Ça s'appelle l'algorithme de Castelgio. C'est, en gros, d'une courbe, en obtenir deux. Telles que leur concaténation donne l'original.
OK. Parfait. Donc, il me faut que en gros, si je veux définir une courbe de Bézier de degré 3, il me faut 4 points. Il faut donc que je redéfinisse 4 autres points, tels que si je rajoute, mettons, des points ici, et des points ici, donc en fait 8 points. Ma courbe de Bézier soit la composition de deux courbes. Vous vous souvenez la remarque que j'avais dit sur les polynômes de Bernstein, que je peux les diviser. Donc, je peux prendre la restriction à 0, 1/2 et 1/2, 0 pour avoir aussi les polynômes de Bernstein. Donc, c'est cohérent avec les courbes de Bézier intuitivement par la propriété des polynômes de Bernstein. Parfait. Donc maintenant, comment vais-je faire? Première chose que je vais, pour définir les points, première chose que je vais faire, je vais la séparer en deux. Donc, c'est pas, là, elle est un peu symétrique, mais comment je vais faire pour la séparer en deux? Je vais évaluer en m 1/2. Et ce que je vais avoir, c'est 1/2 moins 1/2, c'est 1/2 à la 3. Donc, 1/8 à 0, plus 3, 1/8 à 1, plus 3/8 à 2, plus 1/8 à 3. Donc, 1/2 fois 1/4, 1/2 à la 3, 1/4 fois 1/2. OK. Donc, ceci, ça définit quel point? C'est le point que j'arrive ici, m 1/2. Donc, j'ai un point d'arrêt pour ma première demi-courbe de Bézier, première demi-courbe, et un autre point d'arrêt. Pour trouver les autres, maintenant, je peux trouver celui-ci en faisant juste le changement de variable nécessaire. Donc, je sais que si B, IN est Bernstein, BN de T, sur 0,1, BN 1/2, l'est sur BN 2T. C'est un changement de variable. Ouais. OK. Donc, je peux trouver aussi A1, je peux trouver mes autres points avec des arguments géométriques ou avec la formule, tourner la manivelle et les trouver. Donc, en regardant le temps, et parce que j'ai des choses peut-être intéressantes à dire plus tard, pas celle-là, ouais. Je vais seulement vous les donner sous forme matricielle, et ça va être ça. Ça va être plus facile. Donc, je veux, pour mes A, définir deux courbes. Donc, les deux courbes sont les courbes interpolant OK. On va y aller avec des matrices. Je connais un peu plus ça, ça va mieux.
OK. J'ai besoin que ma courbe en B3 me donne ce numéro-là, ce point-là. C'est le point milieu de la courbe. Donc, à ma dernière ligne, je vais prendre ceci fois ça. Donc, je mets les coefficients que j'ai trouvés. 1 huitième, 3 huitièmes, 3 huitièmes, 1 huitième. Au point initial, je veux que ça me donne A0. Et au point milieu, je sais que ma courbe va 2 fois plus vite. Donc, le point, moralement, a besoin d'être 2 fois plus près sur le segment A0, A1. Donc, le point a besoin d'être 2 fois plus près. Donc, je prends le point milieu entre A0 et A1. Et maintenant, le deuxième point, je veux le pondérer par A0, A1, A2. Le deuxième point, c'est le point milieu du point milieu, le point milieu entre le point milieu de A1, A2 et le point milieu de A0, A1. Ça a l'air un peu bizarre dit de même. OK. Donc, ça me donne la première courbe et la deuxième courbe. Donc, si je vais la deuxième courbe, c'est simplement la transposée. La transposée, non. C'est simplement, comment j'ai écrit, je veux que le point C0, c'est le point initial milieu de la courbe. Donc, et que le dernier point soit le point A3. Bon. J'aurais peut-être dû présenter l'algorithme et après expliquer géométriquement à retenir. Donc, ceci permet de diviser les courbes à jamais. Et donc, à partir de ça, vous pouvez d'une courbe en prendre d'autres, zoomer comme vous voulez. Pour faire suite, la raison pourquoi les courbes de Bézier sont intéressantes aussi, c'est que les polynômes de Bernstein forment une base des courbes vectorielles. Les polynômes de Bernstein forment une base des polynômes. Et donc, ça veut dire que les courbes de Bézier peuvent approximer toute fonction polynomiale. Donc, si j'ai une fonction polynomiale de degré n, je peux prendre une courbe de Bézier de degré n et la créer pour qu'elle passe là. Et là, on a vu par la preuve du théorème de Weierstrass que toute fonction continue s'approxime par des polynômes. Donc, avec les courbes de Bézier, je peux approximer toute fonction continue. C'est dire que je peux dessiner à epsilon près tout ce que je veux. Bon, il y a des limitations que je peux bien avoir une courbe de Bézier de degré 2000. C'est peut-être pas utile. Mais je pourrais concaténer plusieurs petites courbes de degré 3 pour avoir suffisamment une précision suffisante tout en ayant une facilité d'exécution. Là,
maintenant, j'avais réservé à ma conférence. Ça conclut un peu la courbe de Bézier, le segment. Et je m'étais dit, il y a plusieurs choses intéressantes à regarder. Outre cela, donc je vous laisse le choix un peu des prochaines 13 minutes. Une chose que nous pouvons faire, c'est regarder ensemble la preuve de Bernstein pour le théorème de Weierstrass, qui prend 2 pages, qui utilise le calcul des probabilités, donc qui fait une preuve analytique différente de ce que vous avez pu voir. Nous pouvons sinon créer ensemble quelques lettres avec des courbes de Bézier de façon approximative. Ou c'est ça. Donc, c'est les 2 choix que vous avez. Là, Fabrice n'est pas dans l'assistance, donc vous avez le choix de ne pas faire le côté analytique. Et si vous ne le faites pas, je vais décider à votre place. Ça va être. Analytique? Parfait. Parfait. Donc, les gens auront bien remarqué mon emploi judicieux du mot « regarder ensemble ». En fait, je me fais pas assez confiance pour faire la preuve. Ben, je me fais assez confiance pour faire la preuve, mais pas aussi près d'un tableau. Il faut la faire. C'est quand même pour œil averti. Oh, c'est correct. Tout va bien. En plus, on aura même droit au papier original. C'est cool, ça. Donc, l'idée de la preuve, c'est d'utiliser le théorème central limite pour prouver ça. OK. Donc, on commence avec... En plus, il est en français, c'est ça qui est malade. C'est pour ça que je me permets de vous le présenter. OK. On a le théorème de Weierstrass. On a f une fonction continue dans l'intervalle 0,1. Vous pouvez aussi admirer le fait que ce n'est pas en tech et que c'est plus difficile à lire. Il est toujours possible que quelque petit que soit epsilon, déterminer un polynôme en de degré n assez élevé, tel qu'on est la norme de fx moins le polynôme est plus petit qu'epsilon, en tout point de l'intervalle considéré. OK. Donc, les preuves usuelles de Weierstrass, il y en a des preuves analytiques élémentaires. C'est habituellement un moment, pas douloureux, mais un peu douloureux dans le cours d'analyse 1. Quand on prouve le théorème de Weierstrass, c'est une preuve assez dure. Celle-là est assez amusante. Donc, il va considérer un événement dont la probabilité est égale à x. Donc, soit x, je considère un événement A dont la probabilité est égale à x. Il va effectuer n expériences et il va payer à quelqu'un la fonction f de mn. Donc, si vous retournez un peu auparavant, il vient de définir une fonction binomiale. Une binomiale, donc sa suite d'expériences, c'est l'expérience de Bernoulli. Si ce sont A qui ont probabilité x entre 0 et 1. Il fait une suite d'expériences et à chaque fois que le joueur gagne, il reçoit la fonction évaluée en m sur n. Si l'événement se produit m fois. OK. Il fait le calcul de l'espérance et il utilise donc une binomiale. Il fait juste l'espérance de la binomiale en rajoutant, en pondérant par la fonction f. Là, la notation ici, c'est mn. C'est une notation un peu plus ancienne. Un peu plus ancienne. C'est une notation très appréciée en anglais, mais c'est n. Donc, c'est le coefficient binomial.
juste au cas où. OK. Maintenant, il va utiliser la définition de continuité de la fonction f. C'est-à-dire que si deux points sont distants de delta, alors, pour epsilon sur 2, par exemple, il existe un delta tel que si deux points sont assez proches, la fonction va être proche. Excellent. Par la suite, f bar en haut, c'est le maximum, f bar en bas, c'est le minimum. Et il fait simplement, comme pourquoi est-ce que la fonction atteint un minimum, un maximum, c'est que l'intervalle 0,1 est compact. La fonction est continue, donc elle va atteindre un maximum, un minimum. Donc, il dit maintenant que le maximum de la fonction moins la fonction est plus petit qu'epsilon sur 2. Et le minimum est plus petit qu'epsilon sur 2. Il est allé il peut le faire comme c'est continu. Bon. Il ne s'est pas gêné de le faire. OK. Maintenant, il rajoute état, la probabilité de l'inégalité. Donc, c'est-à-dire, c'est ça. J'essaie de réexpliquer la probabilité de l'inégalité. OK. Et il va prendre le maximum L de la valeur absolue. On a une grosse inégalité. Donc, le minimum fois la probabilité que ça n'arrive pas, moins le maximum en valeur absolue, fois la probabilité que l'inégalité arrive, va être plus petite que l'espérance, plus petite que le maximum, fois la probabilité que ça n'arrive pas, plus L. Donc, oui, parce qu'on se souvient que l'espérance ici est comme cela, f de mn, tout, vlou, et on est. Donc là, il utilise par la suite le théorème de Bernoulli. Si je me souviens, c'est l'ancienne appellation de centrale limite. Ou je vois personne qui fait des gros yeux. Laissons ça comme ça. J'ai peut-être mal interprété ce passage. Ce serait gênant, mais... Là, ça, c'est les parties pour lesquelles je ne suis pas un analyste. Donc, des inégalités. Et... Donc, il borne chacun des... il rajoute des termes des deux côtés. Borne. Mais il rajoute quelque chose de plus petit ici. Quelque chose de plus grand. Le minimum moins la fonction est plus petit ou égal à 0. Le maximum moins la fonction est plus grand. F de x plus ça. Ceci est plus grand que 0, donc il a le droit de le rajouter. Ceci aussi. 1 moins état, c'est plus petit ou égal à 1. Donc, il a à peu près le droit de faire ça. Très le droit de faire ça, finalement. Il a, par la suite, il borne avec l'inégalité précédente, l'inégalité 4. Et ensuite, peut combiner le tout. Il combine ça très vite, d'ailleurs, pour avoir l'inégalité espérée. Ouh. Et comme En, c'est effectivement un polynôme, que la différence est plus petite qu'epsilon, il prouve le théorème. Et ce qui m'intéressait plus, c'était les remarques ici.
que les polynômes, les polynômes sont intéressants si vous connaissez les valeurs de f, effectivement. Et la formule donne ce que je vous avais présenté plus tôt. Donc, comme il ne me reste plus de temps, je vous quitte là-dessus et vous demande si vous avez des questions. Le FLA a été.